Avant d'aborder le large sujet de tout ce qui est matériel, couleur, UV et texture dans ZBrush, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le principe de fonctionnement de tout ça dans ZBrush, parce que évidemment c'est ZBrush, et évidemment ZBrush fait les choses un petit peu différemment des autres programmes, comme je pense que vous avez commencé à le comprendre. Donc là, j'ai créé une scène vraiment from scratch. J'ai créé une primitive, j'ai fait un make polymesh 3D. Et par défaut, ZBrush va m'assigner, je dis bien par défaut, en fait, il ne l'assigne pas vraiment, en fait. Mais par défaut, je vais avoir le matériel de sélectionner, voilà, c'est peut-être plus le bon terme. Par défaut, je vais avoir une couleur de présélectionner et un matériau de présélectionner, mais ils ne sont pas assignés sur mon objet. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Rien n'est à la base, dès l'instant où on crée les objets, sauf si on lui demande, rien n'est assigné par défaut. Donc, ici j'ai un matériel, donc si je clique ici sur le slot de matériel, vous allez avoir tous les matériels qui sont disponibles. Vous avez des matcap matériels ici, qui sont des matériaux qui ont déjà une information de lumière en fait béquée à l'intérieur. Et ici, c'est plus des standards matériels qu'on a l'habitude de voir dans l'industrie. Donc vous avez un basic material, vous avez un blend quelque part qui se cache. Bref, ça reste quand même des matériaux relativement classiques. Donc, on peut sélectionner à la volée comme ça plein de matériaux pour voir à quoi pourrait avoir l'air, de quoi pourrait avoir l'air notre modèle avec tel ou tel matériau. La couleur, c'est la même chose. La couleur, en fait, comme il n'y a pas de couleur par défaut sur mon objet, ben, je peux sélectionner ici, je peux m'amuser à changer la couleur ici. Donc ici, c'est la teinte de manière générale. Ensuite, vous allez pouvoir affiner la couleur. Et après, si vous voulez encore aller beaucoup plus loin dans l'ajustement, vous pouvez cliquer ici sur le bouton ici qui est le Main Color. Et ça vous permet d'aller vraiment ajuster de manière un petit peu plus précise. À noter que quand vous le faites, en fait, il ne va pas mettre à jour les informations en temps réel. Il faut juste cliquer un peu sur le canevas. Alors je sais pas, dépendamment je crois des versions, des fois il le fait, des fois il le fait pas de manière, on va dire, en temps réel, justement de cette couleur-là. Là, je suis avec la 2021.7, elle a quelques bugs, donc peut-être qu'à ce niveau-là, on va avoir des bugs pendant la présentation. Donc, matériaux, couleurs, il n'y en a pas par défaut, vous jouez là-dedans et automatiquement, vous allez le voir ici sur votre modèle. Si vous voulez maintenant assigner, mettons, on va dire, on va assigner une couleur. Donc, je vais prendre un skin shade, c'est vraiment le matériau par défaut, qui est le plus neutre en fait. Donc, il ne faut pas que j'utilise le mot matériau par défaut. C'est le matériau le plus neutre qu'on puisse avoir. Et ça a son importance pour un peu plus tard, quand on va parler on va dire, les matériaux les plus utilisés en fait, de manière générale. Donc, là maintenant, si je veux assigner une couleur, ici, admettons que je veux une couleur un petit peu bleu comme ça, voilà. Et ben, ça va se jouer ici, en fait. Parce que si je le fais maintenant, l'opération qui est Color Fill Object, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que ici, le RGB, qui est l'équivalent de la couleur, n'est pas activé. Si ce n'est pas activé, je ne peux pas interagir avec mon subtool au niveau des couleurs. Même chose pour le M ici, qui concerne les matériaux. Et si je veux interagir sur les deux en même temps que je sculpte, parce que je peux faire les trois en fait, mais je peux activer le MRGB qui lui va assigner le matériau et la couleur qui sont sélectionnés ici sur mon modèle. Alors évidemment c'est global, hein, on n'est pas en train de parler d'assigner un petit endroit ou autre, là. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais là je veux juste parler du fonctionnement basique de ZBrush au niveau des matériaux et des couleurs. Donc, une autre chose hein, par rapport à ça, si je vais dans Subtool ici, et que j'assigne, on va bien voir ce qui va se passer. Regardez, je vais faire juste RGB, je vais assigner la couleur, et vous allez voir que le petit icône ici qui ressemble à un pinceau va s'activer, et il va y avoir une mise à jour en fait de notre subtool au niveau de la couleur. On y va, Color, Fill Object. Vous voyez? Là, ça veut dire que il a pris en compte ce que je lui ai demandé. Par contre, le shader, lui, je peux le changer encore. Vous voyez? Donc, pour assigner le shader, matériaux, admettons que je vais sélectionner le skin shade, ce qui va me permettre de rebondir après sur l'autre sujet. Je vais faire un color fill object en m'assurant que le matériau est bien sélectionné. Color fill object. Et là maintenant, si je change mon matériau, il ne se passe plus rien. Si je change ma couleur, il ne se passe plus rien. Ça veut dire que sur mon modèle,
ce qui est clair, c'est que mon modèle, maintenant, il a un matériel d'assigner et il a une couleur d'assigner. Donc là, on n'est plus dans le par défaut, c'est assigné à mon objet. Si par contre, à un moment donné ou à un autre, j'aimerais avoir une idée de ce que ça pourrait être avec un autre matériau ou même une autre couleur, c'est sûr qu'on peut toujours aller dans Color et puis sélectionner la couleur et puis faire un fill object et tout. Ça peut être un peu long. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est désactiver ici le petit icône et automatiquement vous allez voir, hop, là il me change. Donc là il est parti à me mettre l'autre matériau qui est sélectionné ici. Je peux ramener un matériau plutôt classique, matte gray. Non, on va revenir à skin shade, c'est comme plus représentatif. Et là maintenant, je peux changer la couleur ici. Dès l'instant où je réactive l'icône, il va revenir à ce qui a été assigné, à ce que j'ai assigné tout à l'heure. Donc ça c'est pour les couleurs et les matériaux, comment est-ce qu'on les assigne à l'objet. Au niveau général, quand vous allez travailler sur un modèle, quand vous allez sculpter sur un modèle, bien souvent on va utiliser évidemment une couleur blanche, et le matériau qu'on va utiliser, ça va être rarement le matte cap red wax. Si vous l'utilisez, il y a de bonnes chances qu'on vous considère un petit peu comme débutant, évitez. Le mieux, c'est le matte cap gray. Regardez, simplement, si on va dans le Lightbox, donc tous les projets d'exemple, on va utiliser ce matériau. Ça vous donne une petite indication quand même que c'est le plus utilisé quand on fait de la sculpture. Donc là, si je veux avoir un truc par défaut, je peux faire mRGB ici. Donc il va m'assigner le blanc et mon matériel, et je viens ici et je fais un fill object. Donc là je me retrouve avec un matériau et une couleur par défaut sur laquelle je peux m'appuyer, et même si après je change ici, ça ne changera rien en fait. Si je change le shader ici, ça n'aura pas d'incidence, sauf si je désactive ici. Donc ça c'est quand on sculpte, qui représente une bonne partie du travail dans ZBrush, mais dès l'instant où on veut passer à mettre de la couleur sur notre objet, là le problème c'est que comme les deux s'additionnent, c'est pas génial en fait. Donc le mieux c'est d'avoir un matériau ici beaucoup plus neutre, qui est blanc en fait, qu'on appelle le skin shade 4. Et là maintenant je peux aussi mettre la couleur blanche. Je refais la même opération. Et donc là maintenant, dès l'instant où je vais travailler au niveau plus de la couleur, admettons que tout ce qui est sculpting est terminé, et j'ai plus envie de travailler sur la couleur, on va généralement utiliser le skin shade 4 avec une couleur de base blanche ou autre hein, évidemment. Et on va partir de là pour travailler la couleur de notre objet. Maintenant, avant de conclure cette introduction, j'aimerais aborder un dernier sujet. Est-ce qu'on peut désassigner une couleur ou un matériau à un subtool? Pour la couleur, en fait, vous ne pouvez pas vraiment. La chose qui se rapproche le plus de ça, ça serait d'assigner une couleur blanche à l'ensemble de votre subtool. Par contre, pour un matériel, vous pouvez en fait sélectionner le matériel flat color ici, et si vous l'assignez à votre subtool, il va y avoir deux effets. Le premier, c'est qu'il va éliminer toutes les informations d'ombrage, donc ça vous montre uniquement les informations colorimétriques de votre modèle, ce qui peut être pratique dans bien des cas, mais ce qui fait aussi, en fait, le deuxième effet qui se coule, pour ceux qui sont français, le deuxième effet, en fait, c'est que je peux maintenant switcher comme ça le matériel, ce qui veut bien dire que je n'ai plus de matériel associé, assigné à mon subtool. La preuve est que ici, vous voyez, j'ai encore le pinceau qui est activé, et pourtant je peux switcher à la volée au niveau de mon matériel. Donc c'est la manière dont on peut désassigner un matériel à son subtool. Prochaine sous-partie, on va parler de couleurs. Petite leçon d'histoire, faisons un bond 10 ans en arrière. Painter n'existe pas. Et gérer les sims, c'est vraiment pas évident. Ce qu'on faisait avant que ZBrush s'impose dans l'industrie, ce qu'on faisait, c'était littéralement, on dessinait une texture dans Photoshop, on l'appliquait dans 3ds Max ou dans Maya, on regardait si les coupures, les sims en fait fonctionnaient. Si ça fonctionnait pas, on devait retourner dans Photoshop, faire les corrections, repasser une nouvelle fois dans 3ds Max ou dans Maya, vérifier, oui, non, imaginez le temps qu'on perdait là-dessus. Hallucinant. Et un jour, donc, ZBrush arrive et il nous dit, on peut faire ça avec les vertex color, c'est-à-dire
on ne peint plus sur la texture, on peint directement sur l'objet, donc forcément on tourne autour de l'objet constamment, on peint dessus, et il n'y a pas de sim. Et ce que propose en fait ZBrush ensuite, c'est d'extirper ces informations, de générer une texture en fait, à partir des vertex color. Donc en fait, plus de problème de sim. Formidable. Évidemment, depuis, Painter est arrivé, et d'autres logiciels, qui nous permettent de dessiner directement en temps réel sur la texture, donc en fait ça revient au même. On n'a juste pas en fait cette étape de récupérer les informations de vertex color et de les transformer en texture. On n'a plus besoin de le faire dans les logiciels comme Blender ou Painter. Ceci étant, cette méthode reste encore extrêmement pertinente parce qu'on n'est pas bloqué en fait, on n'a pas à s'inquiéter des UV, on peint directement sur le modèle et les informations sont directement intégrées au modèle, donc peu importe les UV, on peut les changer autant de fois qu'on veut, on pourra toujours récupérer les informations colorimétriques du vertex color. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de vertex color, je vous ai créé cette petite scène en espérant que ça soit plus facile à comprendre. Donc c'est une simple sphère ici qui a 8 niveaux de subdivision. Au maximum, j'ai donc 1,500 000 vertex. Et si je descends tout en bas, j'ai à peine une centaine de vertex, j'en ai 98. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner une couleur à un vertex. Je m'assure d'être en RGB, pas la peine d'être en Z-Add, parce que là, ce que je veux faire, c'est justement assigner une couleur, donc agir sur mon objet avec de la couleur, et non pas en faisant de la sculpture. Je pourrais faire les deux, mais là, c'est pas le sujet. Je suis en standard, vous pouvez être aussi en BPA, qui est le brush spécifique au painting. Il y a d'autres, la plupart des brushes, vous pouvez agir uniquement en couleur, mais pas tous, donc faites un petit peu attention à ça. Et j'ai donc sélectionné ma couleur, et là, je vais assigner, voilà, une couleur rouge à ce vertex-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un effet de dégradé entre chaque vertex. Donc, tous les vertex ici sont blancs, sauf celui-là qui est rouge, et donc, on a cet effet un peu, on va dire, de pixelisation entre les vertex. CTRL Z. Maintenant, si je monte un petit peu, admettons que je vais au niveau 3, on voit encore les vertex, donc clairement, on va avoir cet effet de pixelisation. Vous voyez, je l'ai encore. CTRL Z. Donc ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ici on voit la géométrie, mais si je monte comme ça à 6, on ne voit plus vraiment la géométrie. Ça doit être une bonne indication pour vous dire qu'on ne verra pas non plus cet effet de pixelisation. Regardez, on ne l'a plus. Donc le but du jeu là, quand vous allez travailler en vertex color, c'est d'avoir suffisamment de vertex pour supporter en fait ce besoin de ne pas avoir cet effet de pixelisation. Donc il faut toujours en avoir suffisamment, mais pas en avoir trop non plus, parce que après, si vous en avez trop, ben, je veux dire, ça ne sert pas à grand chose d'en avoir 10 millions si 2 millions serait suffisant. Donc la prochaine capsule, là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu c'est quoi le range entre finalement la texture finale que vous devriez normalement avoir, et puis le nombre de vertex qui sont nécessaires pour aller chercher la résolution dont vous avez besoin. Un peu de théorie donc. Si vous savez que la résolution de votre texture finale est une 512 pixels par 512 pixels, ça veut dire donc qu'en théorie, vous avez besoin de générer 262 144 pixels à partir de vertex. Il ne faut pas oublier que les deux sont intimement liés. Le problème, c'est que c'est quand même assez rare que l'ensemble des UV vont prendre toute la place dans la texture. On va perdre 10, 20, 30% de l'espace. Donc on se retrouve à essayer un petit peu d'en mettre plus finalement. Il ne faut pas en mettre trop. Alors je vous ai fait un petit tableau pour essayer de résumer la situation. De manière générale, donc, quand on a une 512 par 512, on a donc 262 144 pixels. Et généralement, on va essayer de se tenir autour de un demi-million de vertex. Quand on a une 1024 par 1024, on dépasse en fait le 1 million de pixels. Donc pour être tranquille, on va dire qu'on va aller chercher un 2 millions de vertex. Normalement, ça devrait faire le travail. Et là après, si on parle d'une 2048, on va parler de à peu près 5 millions de vertex.
Et quand on parle d'une texture de 4096 par 4096, on parle là de un nombre de vertex qui serait avoisinant du 20 millions. Donc voilà un petit tableau. Si vous devez retenir quelque chose, c'est bien ça. Donc 512 par 512, c'est 500 000 vertex. 1024 par 1024, ça va être 2 millions. 2048 par 2048, ça va être 5 millions de vertex. Et 4096 par 4096, ça va être 20 millions de vertex. Assez parlé de théorie. Comment est-ce qu'on fait du vertex color dans ZBrush? Tout simplement avec tout ce qu'on a appris, on a juste à activer le RGB, à jouer avec le RGB Intensity. Donc les deux éléments sont ici et là. Jouer un petit peu avec les strokes, jouer avec l'alpha. Donc pour l'alpha, en fait, tout ce qui est blanc va devenir la couleur qui va être ici, sélectionnée ici. Ici, c'est deux choses qui peuvent être éventuellement pratiques. Vous avez ici le primary et le secondary. Pour switcher entre les deux, ça va être V en fait. Et ça peut être utile quand, par exemple, vous avez une couleur principale et une couleur donc secondaire. Admettons ici, j'ai ma couleur principale et j'appuie sur C, ça c'est un pick color. Vous voyez, la couleur va changer ici. Et j'ai une couleur secondaire. Là, on va parler par exemple de l'ordre du jaune. Donc je vais assombrir. J'appuie sur C. Pardon, j'aurais dû faire un V avant, donc je vais faire un V, je vais appuyer sur C, voilà. Et donc j'ai ces deux couleurs-là avec lesquelles je peux jouer. Regardez, V, je joue avec ces deux couleurs-là. Donc évidemment, je vais peindre tout le temps avec la primary. Et ça me permet donc d'ajuster, en fait, d'avoir des légères nuances. Et à chaque fois que je peins, en fait, je vais appuyer sur V pour... Ah, là, je veux ça un petit peu bleu sombre, donc, etc., etc. Donc, au niveau, ici, des strokes, la seule qu'on n'a pas vue, en fait, c'est le spray. Celui-là est même plus psychédélique, donc je vais vous montrer celui-là, le color spray ici. Les ajustements, vous en avez quelques-uns ici. Quand vous mettez la couleur dans le tapis et le flow ici, vous allez voir le résultat est assez étrange. Voilà ce que ça donne. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on utiliserait ce genre de fonctionnalité. En fait, ça marche quand vous avez des ajustements un petit peu plus subtils, en fait, beaucoup plus bas. Et là, vous pouvez casser une couleur un peu trop uniforme, en fait, parce que généralement, on va commencer avec une seule couleur qu'on va appliquer sur nos subtools, et ensuite, on va venir les tweaker. Ben là, vous pouvez avoir un premier layer, en fait, de tweaking au niveau de votre couleur. Ensuite, on a l'alpha, donc je vais enlever ici le drag rec. Je vais aller chercher un alpha comme l'alpha 22. Je peux m'amuser ici à... souvent, on va l'utiliser, en fait... pour en mettre un peu des effets comme ça de veine. Évidemment, là, ça marche pas super bien sur elle. Donc, par contre, si j'ai envie de le faire, tiens, on va le faire ici en haut, on va faire un truc un peu plus sombre. Je vais faire un pick color ici, C. Je vais le faire au niveau, voilà, comme ça. C'est sympa. Et ensuite, je pourrais ici éliminer. Alors, soit je vais revenir en mode normal, ici. Et je pourrais aller piquer la couleur juste à côté pour venir enlever la couleur là, qui m'intéresse moins. Ou alors je peux venir ici, je peux venir faire un lissage en fait de la couleur. Alors le lissage, on l'a déjà vu, c'est Shift. Mais si je fais Shift en désactivant le ZIAD et en m'assurant d'avoir le RGB d'activer, je vais lisser uniquement la couleur. Pas mal pratique. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Le mode lissage, c'est pas uniquement le lissage de la géométrie, c'est aussi le lissage de la couleur. Pas mal. Ensuite, évidemment, on peut jouer sur de la couleur. On peut aller chercher une couleur comme ça et puis on va aller mettre de la couleur directement. Évidemment, ça marcherait mieux avec un drag rec. Donc vous allez chercher une texture et vous pouvez ensuite appliquer les couleurs de cette texture sur votre modèle. Évidemment, si on parle du mode contrôle, c'est-à-dire simplement un masque, hein, je peux faire ça pour ensuite isoler la bouche et lui mettre une couleur que je préférerais avoir, celle-là par exemple. Évidemment, il faut que je désactive ça, on va désactiver ça aussi. Voilà. Voilà. Là, je me suis assuré d'avoir une petite modification, mais surtout, j'ai pas touché à ce qu'il y avait sur les côtés. Bref, c'est pas mal ça au niveau des fonctionnalités de base du Polypaint ou du Vertex Color dans ZBrush. Mais ne sous-estimez pas en fait tout ce qu'on peut faire avec ces simples fonctions.
ça reste quand même très très puissant et on peut aller jusqu'à, je vous dirais, à peu près 70%, 80% de tout ce qui est couleur de votre objet. C'est certain qu'après on va passer à Painter, mais de manière générale on peut quand même pousser très très loin le polypainting avec ses simples fonctionnalités. Alors, comment est-ce qu'on gère les UV dans ZBrush? Préparez-vous parce que c'est un gros dossier et en même temps, ZBrush étant ce qu'il est, il nous propose une solution qui est assez bancale. Donc, je vous ai chargé cette scène qui est le personnage qui va être disponible pour cette formation. Je vais aller dans Subtool, je vais m'assurer d'avoir le bon Subtool, donc le corps principal ici de sélectionner. Je vais aller dans géométrie ici, puis je vais pas sélectionner en fait ma plus haute résolution, puis vous allez voir pourquoi. Je vais descendre jusqu'à 1, je vais faire un polyframe et un solo. On va regarder ça de plus près. Et je vais maintenant aller dans l'onglet UV Map, et je vais faire ce qu'on appelle un Morph UV. Alors par défaut, ici la valeur va être à 50, ici. Oups, pardon. Ok, donc, là maintenant je vais faire un Morph UV. Le Morph UV c'est quoi? En fait, ça vous permet de voir vos UV. Donc, voilà ce que ça donne. C'est ZBrush, c'est différent. Donc, maintenant que j'ai ça, déjà je peux l'enlever, hop, je peux faire un 0 comme ça, je peux faire un Morph UV, comme ça au moins je ne vais pas avoir un effet de relief. Donc ça c'est mes UV. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de faire un Morph UV ici, ça veut dire que vous n'avez pas d'UV. Ça veut dire, par exemple ici, là si je fais un Delete UVs, là, ça va être grisé ici. Donc je n'ai pas la possibilité de toucher ici, ça veut dire que mes UV sont absents. Ça peut arriver dans certains cas, mais bien souvent, ça va arriver quand vous allez faire un merge ici, et que vous allez oublier d'activer le UV. Ici, la petite fonctionnalité ici, là. Si vous oubliez d'activer ça, que vous faites un merge, mais ça va détruire tous vos UV. Donc, c'est bon à savoir. Donc, si je retourne ici dans mes UV, évidemment, j'ai plus rien, donc il va falloir que je les recrée. Ici, ça me permet de déterminer la taille en fait de ma texture. Et ici, le nombre de pixels que j'aimerais avoir au-delà en fait de la bordure de mes UV pour éviter les artefacts visuels dus au bitmapping. Ici, je peux aussi créer. Je pourrais créer par exemple un cylindre, mes UV en forme de cylindre, dans sphère, en planar, etc. Mais je connais quasiment personne qui utilise ça. Bien souvent, on va utiliser la technique que je vais vous montrer, qui est d'utiliser les polygroupes pour faire les UV. Alors, donc, pour faire les UV, vous n'allez pas les faire à partir de UV Map ici. Vous allez aller dans The Plugin ici, et vous avez un plugin qui s'appelle UV Master. On va désactiver ça et ça. Et je vais faire juste un unwrap de base. Alors, le unwrap, là, je le fais sur ma subdivision 1. Si jamais je me mets en subdivision 2 ou même en subdivision 3, qui est à 16 000, et que j'essaye de faire l'opération, il va me dire non, je ne fonctionne uniquement qu'avec la subdivision 1. Et c'est tant mieux parce que la subdivision 1, il va gérer seulement 1000 vertex. On s'entend que c'est beaucoup plus rapide et simple de le faire que de le faire sur quelque chose qui serait au-delà de 4 millions dans notre cas. Donc, autre chose à dire d'ailleurs, c'est que si on le fait sur un subdivision 1, et forcément, les autres subdivisions derrière vont avoir les mêmes UV. Donc pour ceux qui commencent à se poser des questions, vous allez avoir les mêmes UV, peu importe votre niveau de subdivision, ce qui est donc presque logique d'avoir un subdivision level 1 extrêmement faible en termes de géométrie, pour justement vous permettre de faire vos UV. Donc moi j'appelle ça une subdivision de travail en fait. Et en grande partie pour faire mes UV. Donc, maintenant, si je vais, je retourne dans le Z plugin ici et que je clique simplement sur Unwrap. Voilà, il a déjà terminé, 0,41 secondes, pas mal. Je vais maintenant dans UV Map ici. Et là, maintenant, pour voir le résultat, je vais faire un Morph UVs. Alors, voilà ce que ça donne par défaut.
sans aucune option d'activer, puis on s'entend que bon, il a fait de son mieux, mais il va essayer de garder un seul island. Et moi, j'aimerais qu'il me décompose un peu tout ça. Donc, je peux lui demander ici de prendre en compte les polygroupes. Donc j'ai fait mes polygroupes ici. Ouais, on les voit bien là. J'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai un ici. Donc je me suis quand même bien débrouillé pour découper au complet mon personnage pour lui faciliter un petit peu le travail. Donc je retourne ici dans The Plugin, je m'assure d'avoir les polygroupes et je vais faire un unwrap. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Là, ça devient un petit peu plus intéressant. Pas super content de la tête, mais là maintenant, si je vais de nouveau dans The Plugin et que je lui demande de s'assurer d'avoir une symétrie, en fait, chaque island va être le plus symétrique possible. On voit que la tête est mieux gérée. Alors, c'est plutôt un résultat décent. Le problème, donc là on peut voir déjà que ici c'est bien droit, c'est plus droit que tout à l'heure aussi, celui-là. Ici et là, en fait, je suppose en fait qu'il regarde l'orientation en fait de la géométrie pour essayer de coller par rapport à ça, de s'aligner par rapport à ça. Mais bon, généralement, on va essayer de replacer ça et de réaligner un petit peu tout ça. Bref, quand je vous disais tout à l'heure que il va nous permettre de faire un bon bout du travail, ben c'est ça. Mais au-delà de ça, je vous dirais que la meilleure solution, c'est d'envoyer ça dans 3ds Max ou dans Maya et de faire les ajustements. Alors, si on devait le faire, par exemple, après avoir fait ça, mais je vais cliquer ici sur Guzzi. On va attendre un petit peu. On va passer maintenant dans Maya. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans mon éditeur, qui est passé de l'autre côté. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et là maintenant, je vais faire mes ajustements. Donc je vais peut-être placer ça comme ça, placer ça comme ça. Je vais peut-être aussi, au niveau du visage, me dire que je prendrais peut-être, je découperai peut-être ici, comme ça. Donc je vais faire un cut. Donc maintenant je peux faire un unfold, voilà, un peu mieux. Les mains, je pourrais peut-être à la rigueur les regrouper. Comme ça, à peu près. Et ensuite, je vais faire un layout. Voilà. Donc je m'assure de faire un unfold, je refais un layout. C'est pas parfait, alors c'est sûr qu'au niveau de mon layout, je pourrais m'assurer d'avoir, donc ça c'est pas si mal, hein, d'avoir des paddings au niveau du shell puis du tile. C'est ok, je pourrais peut-être les booster un peu pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Et là maintenant, admettons que j'ai fini d'ajuster, et ben j'ai simplement à renvoyer tout ça dans ZBrush, et si je viens ici, que je fais un morph, mes affaires sont placées. Et si on regarde maintenant bien la différence entre ce que j'ai ici à l'écran et ce que j'ai ici dans mon UV Editor, regardez bien ce qui se passe. Regardez la tête ici. On va replacer maintenant. Regardez la tête, elle est là. C'est flippé upside down. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête, en fait, quand vous allez gérer vos UV. Il va y avoir un flip, comme ça, dans ce sens-là, de haut en bas, qu'il faut considérer. Quand vous allez exporter des textures, on va dire, par la voie ZBrush officielle, c'est-à-dire par ici, il va flipper votre texture. Par contre, si vous utilisez Multimap Exporter, par exemple, automatiquement, il va flipper, il y a une option. Mais vous allez voir, moi je vous conseille de toute manière d'utiliser Multimap Exporter, donc vous n'aurez pas à vous soucier de ça, mais sachez que les UV, automatiquement, dans ZBrush, sont flippés de haut en bas. Alors, la technique que je viens de vous montrer, c'est la plus répandue, entre guillemets.
Donc je récapitule, hein. Vous êtes dans ZBrush, vous faites vos polygroupes, vous faites un Z plugin unwrap avec ces valeurs ici ajustées, la symétrie et le polygroupe d'activer. Et après, vous allez dans 3ds Max ou dans Maya pour ajuster l'agencement de vos UV. Une autre technique que j'aime bien montrer à mes étudiants, c'est la suivante, c'est de commencer dans Maya. Évidemment, on peut le faire dans un autre logiciel, mais pour illustrer cette technique, on va le faire dans Maya. Donc, je vais supprimer ici mes UV. Je vais faire un Gauzy. Je vais maintenant aller dans Maya. Voilà. Donc, évidemment, je n'ai pas d'UV. Un petit truc à savoir, il faut absolument faire tous les UV de votre modèle, sinon cette technique ne fonctionnera pas, Maya va cracher en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre en mode lasso ici, puis je vais aller chercher ce qui va devenir plus tard en fait mes polygroupes. Je vais me mettre en mode face, ça ira mieux. Voilà. Donc, et je vais aussi demander à être en symétrie. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire vraiment des UV camera-based, vraiment quelque chose d'assez violent. Je vais aller chercher cette partie-là ici. Voilà. Je vais appuyer sur G. Admettons que je veux juste prendre ici, là. Voilà. Je vais maintenant passer en mode face ici. Toc. Edit. Invert. Voilà. On va faire ça comme ça. Je vais encore faire. Hop, là, je vais faire UV camera based. Je vais prendre ici un dernier morceau et le dernier ici. Voilà. Voilà. Donc, on s'entend que mes UV sont vraiment pas très beaux à voir, mais c'est pas le but. Là, ce que je veux, c'est utiliser ce que je viens de faire là, utiliser les UV Island que j'ai créés de manière extrêmement violente pour créer mes polygroupes. Donc là maintenant, je vais retourner dans ZBrush en espérant que ça plante pas. Yeah, ça plante pas. Donc ça veut dire que tous mes UV ont été faits, j'ai pas oublié une face quelque part. Et là maintenant, alors si on regarde mes UV, forcément, c'est pas terrible. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux venir ici polygroup et je peux faire auto group with UVs. Et vous voyez, là maintenant, il a pris en fait les UV Island que je viens tout juste de créer dans Maya. Il vient de les prendre en compte. Et maintenant, je peux faire un wrap par rapport à ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, si vous n'aimez pas faire les polygroupes dans ZBrush, vous pouvez toujours le faire dans Maya ou un autre logiciel en faisant des UV vraiment, on va dire, le plus simplement du monde. Et ensuite, vous récupérez ces informations-là pour les transformer en polygroupes et appliquer un wrap sur votre modèle. Le problème avec le unwrap de UV Master, c'est qu'il va unwrapper vos UV pour chaque subtool, et chaque subtool, en fait, les UV de chaque subtool vont prendre toute la place disponible par rapport à votre texture. Et si évidemment, à la fin, même si vous avez un personnage avec plusieurs subtools, vous voulez au final merger tout ça pour avoir une seule texture, donc un mesh, une seule texture, quoi qu'on pourrait avoir plusieurs meshes, mais une seule texture, ben, il faudrait en fait s'assurer que les UV ne prennent pas toute la place pour chaque subtool, parce que là, dans ce cas-là, ils vont tous se superposer, donc ça ne fonctionne pas. La solution, elle existe, mais elle n'est pas dans ZBrush. La solution, c'est de faire un Gauzy All et d'envoyer toutes les informations. En l'occurrence, là, ça va être Maya, mais ça pourrait être un autre logiciel, évidemment. Donc là, je vais faire un Gauzy All, mais avant ça, je vais faire un subtool ici. Je vais faire un All Low, parce que je vais envoyer uniquement les versions Low Res. Et je vais faire un All.
attend un petit peu. Voilà. Donc, si je regarde, parce que là mes UV sont déjà faits, donc si je regarde chaque subtool, on voit bien qu'ils prennent chacun une bonne place en fait. Donc là maintenant je vais prendre tout mon objet, je vais passer en mode UV ici. Je vais m'assurer déjà d'avoir un bon unfold pour tout le monde. Et maintenant, pardon, hop, je vais faire un layout. Et maintenant que tout est mieux placé, je vais sélectionner tout mon objet et je vais renvoyer les UV dans ZBrush. À noter qu'avec la technique que je viens tout juste de vous montrer, vous pouvez rencontrer un bug qui est vraiment pas le fun parce qu'en fait vous perdez vos polypaint, vos informations de polypaint. Je vous montre, je viens juste de faire l'opération juste avant et le bug est là. Donc regardez bien, là je suis tout en low, je vais passer en high maintenant. Toutes les informations de polypaint ont l'air d'être correctes à part pour les yeux. Donc le meilleur moyen de résoudre en fait ce bug, c'est finalement de récupérer les UV, parce que là les UV qui sont là, c'est ceux que je veux garder. Donc je vais aller dans Zip Plugin ici, je vais faire un Copy UVs, je vais retourner après dans l'historique, et je vais faire un Paste. Alors le problème, c'est qu'il faut que je m'assure d'avoir le Subdivision Level 1 ici, je vais aller dans Géométrie. Donc je vais passer à 1, je vais ensuite aller dans Zip Plugin, je vais faire Copy UVs, je vais maintenant m'assurer que je reviens en arrière pour récupérer les informations de Polypaint. Voilà, c'est le cas. Donc maintenant, je vais redescendre encore une fois à 1. Je vais faire Zip Plugin, Paste UVs. Et maintenant, tout est correct. Alors voilà comment est-ce qu'on règle ce petit bug. J'espère sincèrement que vous ne le rencontrerez pas et que d'ici le visionnement de cette formation, ce bug n'existera plus. Le problème de faire les UV dans ZBrush, c'est le nombre de subtools. Si on n'en avait qu'un seul, ça serait beaucoup plus simple. Alors, c'est faisable, en fait, de fusionner tous vos subtools et de garder le nombre de subdivisions, en fait. Mais c'est relativement instable, ça ne fonctionne pas toujours. Et en même temps, on défie un petit peu la logique de fonctionnement de ZBrush. Je m'explique. Je vous ai déjà expliqué qu'en fait, la force de ZBrush, c'est d'avoir des subtools et que par subtool, on peut avoir entre 20, 30 et 40 millions de vertex. Si en mergeant tous vos subtools, vous dépassez cette limite, vous n'allez pas être en mesure de le faire. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. En utilisant cette technique, parfois, ça va juste pas fonctionner. Les raisons peuvent être multiples. Ça peut être, vous avez oublié un masque sur un subtool. Ça peut être un subtool qui a des problèmes au niveau de l'intégrité de la géométrie. Peu importe. Des fois, ça va juste pas fonctionner. Et des fois, il va falloir trouver une autre solution. Bref, je vous montre comment ça marche. Ici, je vais aller dans mes subtools. Je vais m'assurer de prendre tous mes subtools. Je vais descendre un petit peu le nombre de visibilité. Donc, au 4, c'est bon. Je vais appuyer sur Shift. Et maintenant, je vais vérifier mon nombre de subdivisions. Donc, moi, ce que je veux, c'est être à 6 partout. Donc, mes yeux, j'en ai pas assez. Je subdivise 2 fois. Mon corps, j'en ai 6, c'est bon. La langue, j'en ai pas assez. La queue, j'en ai pas assez. Les jambes, c'est bon. Je vais prendre maintenant les griffes. J'en ai définitivement pas assez. Puis là, plus de 500 000 pour les griffes. Ça c'est ok, ça c'est ok aussi. Là j'en ai pas assez. Ici, c'est bon. Là il m'en manque 2. Et là c'est bon. Ensuite on va s'assurer que tout le monde est au plus haut niveau, donc all high, juste pour être sûr. Et là vous voyez, au final, je vais avoir un subtool qui va faire 25 millions de vertex. Donc c'est vraiment, je suis à la limite un petit peu de mon ordinateur. Je vais faire un merge ici, merge visible, mais je vais m'assurer de garder mes UV.
parce que j'ai déjà fait mes UV, même si là, pour le moment, ils se superposent, j'aimerais quand même les garder pour ensuite pouvoir les redistribuer. Et là, ça risque de prendre quelques minutes. Voilà, après 2 à 3 minutes de calcul, le moment de vérité est arrivé. Donc il m'a créé une nouvelle scène ici. Voilà, un seul subtool, et là si je descends, yeah, ça a marché. J'ai 6 niveaux de subdivision. Voilà. Je pourrais regarder les UV ici, voir de quoi ça a l'air, mais ils sont tous largement superposés les uns sur les autres, mais au moins ils sont là. Et maintenant, ben, je peux aller dans The Plugin, je peux faire un Unwrap. Et voilà. Ici, je fais un Morph. Ça a fonctionné. Donc, c'est une méthode, en fait, qui peut fonctionner, mais pas toujours. Donc, soyez avertis, ça peut être relativement risqué, et parfois, ben, ça va juste pas fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on génère une texture à partir des vertex color dans ZBrush? Croyez-le ou non, c'est plutôt facile à faire. Mais, il y a des petites choses quand même auxquelles il faut faire attention. Donc, on a notre objet ici. J'ai mes deux scènes en fait. J'ai une scène ici avec 12 subtools, et puis j'ai l'autre que je viens tout juste de faire en fait, où j'ai mergé down tous mes subtools. Et dans notre cas ici, ça va être relativement intéressant parce que je vais générer une seule texture. Et ensuite, on va mettre ça dans Maya. Donc, je vais aller dans Texture Map ici et je vais créer une texture. Donc, on va aller dans Create et on va faire New from Polypaint. Et là, il va me générer une texture parce que forcément, là, je suis pas dans le bon projet. Je vais aller de l'autre côté, dans celui-là. Et là, je vais faire un New from Polypaint. Et là, il va me générer, il va prendre quelques secondes, voilà, il va me générer la texture. Donc, c'est intéressant parce qu'on va revenir à l'autre projet. Donc, là, il faut le faire par subtool. Okay, si vous utilisez cette technique-là, d'aller sur le côté, là, ça va être une texture par subtool. C'est pas vraiment idéal. Donc, on va revenir ici. Là, j'ai une texture. Et là, quand vous avez fait une texture, pour pouvoir l'exporter, vous ne pouvez pas l'exporter à partir de là. Vous devez absolument faire un c'est ZBrush. Clone texture. Maintenant, la texture, elle se retrouve ici. Et là, vous pouvez exporter la texture. Click here. Donc, quand ça c'est fait, quand vous avez exporté votre texture, quand vous avez exporté votre modèle, admettons qu'après, vous voulez assembler tout ça. Et là, on va utiliser Maya pour illustrer le problème. Dans Maya, j'ai déjà exporté mon modèle en low resolution. Et j'ai déjà créé un shader avec la texture qui a été générée par ZBrush. Et là maintenant, je vais assigner tout simplement ce shader à mon objet. Et voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il inverse en fait verticalement la texture. Donc, ce que vous devez absolument faire, si vous utilisez la manière, j'ai envie de dire, officielle et classique de ZBrush, vous devez aller dans Photoshop, CTRL-A, CTRL-T, right-click, flip vertically, CTRL-Save. Oui. Et maintenant, on revient ici. Je vais aller chercher la texture. Et évidemment, là, il vient de me faire un update. Et là, ça fonctionne. La méthode la plus pratique pour générer des textures dans ZBrush, c'est de ne pas utiliser ici Texture Map, mais plutôt le Multimap Exporter qui se trouve dans votre menu Z Plugin ici, Multimap Exporter. Et donc vous pouvez générer Displacement Map, Vector Displacement normal, évidemment la diffuse de l'albédo, une ambient occlusion, cavity, etc., etc. On peut même exporter le mesh aussi. Je vais
déjà vous montrer rapidement comment ça marche, et puis ensuite, je vais carrément réserver une capsule rien que pour ça. Donc pour le moment, je vais le laisser de côté. Et je vais donc cliquer sur Create All Maps ici. Et pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je vais m'assurer d'avoir une fenêtre d'explorateur Windows. Entre-temps, assurez-vous bien d'avoir Subtool ici, puis Merge Map de sélectionner, parce que sinon, ce que je vais vous montrer, en fait, ça ne marchera pas. Après, vous pouvez évidemment sélectionner la taille de votre texture. Et puis ici, je rappelle, on l'a vu, l'option est aussi disponible dans, on va dire, quand on génère la texture par la voie, on va dire, classique ou officielle de ZBrush. On a ici la valeur de map border, donc je rappelle que c'est le nombre de pixels qui vont être générés en dehors en fait, des islands pour éviter des problèmes potentiels d'artefacts visuels avec le mapping. Bref, je vais cliquer sur Create All Map et je vais m'assurer de prendre le bon répertoire. Voilà. Puis je vais appeler ça évidemment test. Donc là, on va pouvoir voir maintenant ce qui se passe en temps réel. On a une texture ici qui va être updatée. Donc tous les subtools un par un. Une texture est générée pour chaque subtool et ensuite fusionnée pour créer une seule et unique texture. Donc c'est quand même une méthode assez pratique. Et en plus de ça, il gère automatiquement par les valeurs par défaut. Automatiquement, il va faire un flip vertical. Donc un bon conseil, n'utilisez pas le texture map, la petite fonction à droite, texture map. Utilisez le multimap exporter. C'est bien plus simple et c'est bien plus rapide. Pour générer une normal map dans ZBrush, vous avez deux méthodes. La première, ce serait d'aller ici dans Tool, de descendre jusqu'à Normal Map, et en sélectionnant l'option la plus appropriée, vous allez ensuite appuyer sur Create Normal Map. Évidemment, au préalable, déterminez ici la taille de votre texture. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, classique, officielle de ZBrush, qui fonctionne bien par subtool en fait. Dès l'instant où on veut faire du multi-subtool, on l'a vu dans la capsule précédente, on va venir ici plutôt dans Multimap Exporter, on va sélectionner Normal. Le reste, on a déjà vu les options, on va les laisser comme ça. Et ici, on a les mêmes options qu'on peut avoir ici dans Normal Map, tangente, adaptative, Smooth UV ou S-Normal. On va voir ça exactement ce que c'est dans quelques minutes. Bref, je reviens ici dans Zip Plugin. Et la seule différence que vous allez avoir ici, c'est de déterminer le Subdivision Level qui va être finalement votre lot. Donc ça veut dire que la version 1, par exemple, dans notre cas à nous, pourrait très bien être une version de travail à partir desquelles on a fait nos UV. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler comme ça, mais ça va être plus la version 2 qui serait potentiellement la version low-res que je pourrais mettre dans un jeu vidéo ou encore dans Sketchfab. Maintenant, peu importe les deux méthodes, je vous déconseille d'utiliser les normal maps dans ZBrush. C'est pas les meilleurs du monde. Et puis surtout, généralement, on a besoin d'ajuster un petit peu notre modèle. Je parle du modèle low avant de générer les normal maps. Surtout si on a plusieurs objets, qu'il faut les renommer entre le low, le high. Bref, c'est pas vraiment avantageux de le faire dans ZBrush. C'est beaucoup plus intéressant de le faire par exemple dans Painter qui est définitivement bien meilleur au niveau de la génération de normal map. Donc oui, on peut générer vos normal maps, on peut générer pardon les normal maps dans ZBrush et puis clairement on s'attend à pouvoir le faire dans ZBrush, mais contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, les normal maps dans ZBrush sont pas vraiment les meilleurs non plus. Bref, Painter aujourd'hui est certainement le meilleur en fait pour générer vos normal maps. Ceci étant, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi les différences entre tangente, adaptative, smooth UV et S-Normal. Peu importe la méthode que vous allez utiliser dans ZBrush, que ce soit la méthode qu'on pourrait qualifier d'officielle ou le multimap exporter, vous allez avoir ces quatre options ici. Si aucune n'est sélectionnée quand vous demandez à créer la normal map, vous allez avoir le World Space Normal Map. Si maintenant vous cliquez seulement sur tangente, vous allez avoir
une texture qui serait une tangente, mais bon, on a quand même pas mal d'artefacts, surtout ici, là, on voit vraiment, on sent vraiment la géométrie. Pas vraiment intéressant. Si vous demandez à avoir l'adaptatif, ça va être un petit peu plus long. Par contre, on va avoir des détails qui vont être un peu mieux, en fait. Ça va être plus précis. Ici, ça ne changera pas grand-chose, en fait. Les UV sont simplement un peu plus lissés. Mais la grosse différence, c'est quand vous allez mettre le S normal. On voit ici que la géométrie a vraiment disparu. Si je reviens en arrière ici, vous voyez, jusque-là, en fait, on voyait encore ici la géométrie, mais dès l'instant où on passe à la suivante, c'est-à-dire on active les 4 ici, on va avoir une normal map qui sera pas si mal, même si on est loin d'avoir la qualité qu'on pourrait avoir dans Painter. Donc ça, c'est les 4 options des normal maps. Je le répète encore une fois, ZBrush fait des normal maps, mais ce ne sont pas les meilleurs.